Merci donc à Maël Partouche, à l'Académie diplomatique et consulaire, de cette collaboration qui nous est importante au Collège des Bernardins. Au Collège des Bernardins à Paris, peut-être certains d'entre vous connaissent, il y a un pôle de recherche. Et dans ce pôle de recherche, on travaille avec des étudiants, mais aussi avec des experts un peu plus confirmés, avec des ambassadeurs, avec des diplomates, avec des universitaires, à des questions géopolitiques, en particulier de construction de la paix. Et donc, sur la Russie et l'Ukraine en particulier, on a pas mal travaillé, on a fait des propositions, on a organisé un certain nombre d'événements. Et c'est la raison pour laquelle c'est important pour nous de nous rapprocher du Quai d'Orsay, parce que souvent, les diplomates n'ont pas le temps de réfléchir aux questions de fond, ils sont dans l'urgence et dans l'immédiateté. Nous, on a un peu plus de temps. Et donc, c'est gagnant-gagnant, cette fabrique de la diplomatie qui consiste à ouvrir les fenêtres du Quai d'Orsay et à dialoguer avec les experts et les chercheurs, mais aussi avec les étudiants et avec vous tous. C'est exactement ce que nous, on attendait, parce que peut-être qu'on peut apporter des choses, par exemple, des médiations avec des acteurs non étatiques sur des questions douloureuses, qui demandent du temps, de l'expertise, mais qui demandent aussi des soutiens directs de la part des diplomates. Une fois que les ONG ont fait leur travail, il faut que ça soit relayé. Et donc c'est pour ça que ce dialogue est important pour nous. Donc merci à Maël, merci à Didier Lebret et à toute l'équipe du Quai d'Orsay qui a organisé cette fabrique de la diplomatie. Donc le thème, on vous l'a dit, le travail des acteurs non étatiques en faveur de la libération des enfants ukrainiens. Non étatique parce que c'est pas facile d'organiser des choses avec les États sur des sujets aussi compliqués. Vous avez peut-être entendu parler cet été de la lettre de Melania Trump qui a été donnée par Donald Trump en personne à Vladimir Poutine à Anchorage en Alaska. Cette lettre-là, elle est restée sans réponse de la part de l'État russe, de la part du Kremlin. Or, quand on lit la lettre, on peut pas faire plus inoffensif. Cette lettre dit simplement qu'il y a des enfants dans le monde qui traversent des situations difficiles, et vous, Monsieur Poutine, vous avez du pouvoir, faites quelque chose. Donc, voilà. Quand on sait que depuis 2023, Vladimir Poutine est poursuivi par la Cour pénale internationale en même temps que Maria Lvova-Belova pour vol d'enfants russes, vol d'enfants ukrainiens envoyés en Russie, eh bien, on voit combien cette lettre était extrêmement inoffensive et pourtant, elle n'a pas eu de réponse. Donc, voilà, déjà pour les États, c'est quelque chose de compliqué. Pour les ONG aussi, c'est compliqué. Et tout à l'heure, Alexis Keller, qui nous fait l'honneur d'être avec nous, nous dira combien c'est compliqué aussi. Mais au Collège des Bernardins, on a suivi aussi particulièrement le rôle des églises dans la médiation. Et là aussi, c'est compliqué. Le cardinal Zuppi a été mandaté par le pape François pour organiser une médiation sur ces questions des enfants ukrainiens kidnappé, et la première chose qu'il est allé faire, il est allé à Moscou, il a serré la main à Maria Lvova-Belova et à Vladimir Poutine, devant des photographes qui ont été imposés par le Kremlin, et immédiatement ça a été envoyé en Ukraine, et la mission a été complètement décrédibilisée, parce que comment peut-on serrer la main à des gens qui sont poursuivis par la Cour pénale internationale? Et ça a été la même chose pour le Conseil écuménique des Églises, qui a dit « mais oh là là, ça va pas, c'est grave, on veut faire quelque chose ». Ils sont allés à Moscou, ils ont rencontré le patriarche orthodoxe Kirill, qui les a envoyés dans une colonie de vacances en disant « mais regardez comment on traite bien ces enfants ukrainiens qui étaient abandonnés, et nous on s'occupe d'eux ». Et donc le Conseil écuménique des Églises a dit « mais bravo pour ce que vous faites ». Et le résultat, c'est qu'on a appris plus tard que c'était en fait des colonies de filtration et de déportation d'enfants ukrainiens du sud de l'Ukraine vers la Russie. Et donc, là encore, le Conseil écuménique des Églises, qui réunit 350 églises dans le monde, a été décrédibilisé par ça. Donc, voilà, pour vous dire que c'est des questions qui sont extrêmement compliquées
Et je suis très reconnaissant aux experts qui ont été présentés tout à l'heure par Maël Partouche, qui sont présents autour de cette table, d'avoir accepté de venir parce que chacun risque un peu du sien dans cette affaire. Déjà, de dialoguer russe, ukrainien, français, ça va pas de soi quand il y a une guerre aussi dramatique depuis 2014 entre l'Ukraine et la Russie. Ensuite, des grandes ONG avec des ONG moins réputées, ça va pas de soi non plus. Ensuite, parler de choses qui demandent une discrétion absolue, vous l'imaginez, ça va pas de soi non plus. Donc, c'est pour ça qu'en France, il y a très peu d'événements. Moi, j'en ai pas vu depuis le commencement de la guerre à haute dimension, depuis 2022, sur ce sujet des enfants kidnappés. Et donc, je suis heureux qu'on puisse en parler aujourd'hui, qu'on puisse parler en particulier d'une initiative qui s'appelle Bring Kids Back Ukraine, qui est donc cette organisation qui a été voulue par le président Zelensky et son épouse, Olena Zelenska, et qui est dirigée par le directeur de cabinet de Zelensky, et qui essaye de faire tout ce qu'elle peut, notamment auprès du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe va prendre très prochainement, le 15 et 17 septembre, va organiser au niveau du comité des ministres une réunion pour parler de cette question et pour parler en particulier d'un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme qui contient une indication très précise au titre de l'article 46 de la Convention européenne des droits de l'homme et qui met l'accent sur le point suivant que je vous cite parce qu'ils vont travailler là-dessus dans 10 jours. Les autorités russes doivent apporter leur coopération sans délai à la mise en place d'un mécanisme international et indépendant destiné à assurer aussi rapidement que possible, en tenant dûment compte de l'intérêt supérieur des enfants, l'identification de tous les enfants transférés d'Ukraine vers la Russie ou le territoire contrôlé par la Russie avant le 16 septembre 2022. Donc ça veut dire, il y a maintenant une ambassadrice qui a été nommée par le Conseil de l'Europe, qui est islandaise, l'ancienne ministre des Affaires étrangères Tordis Kolbrun Reykfjord Gylfadóttir, donc c'est un nom islandais, voilà, ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Islande, qui est chargée depuis peu, depuis 2025, de gérer cette question, mais vous voyez combien c'est compliqué, pour l'instant on avance très peu. Donc, lorsque les États, les structures officielles, comme le Conseil de l'Europe, ont du mal à faire avancer même la question vis-à-vis des autorités russes d'un kidnapping d'enfants, je crois qu'une seule fois, Lavrov, depuis l'année dernière, a parlé du fait qu'il y avait bien des enfants ukrainiens qui étaient en Russie, mais ça n'est pas reconnu officiellement comme un vol. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que cette situation est compliquée, inédite, et qu'on est heureux d'écouter nos experts. Je dis juste un mot. On a plus de 20 000 enfants ukrainiens qui ont été kidnappés, on a les noms, on a les adresses, on reviendra là-dessus je pense. Très peu sont revenus, moins de 2000, et on pense qu'il y en a beaucoup plus qui ont été kidnappés. Et surtout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 14 millions d'Ukrainiens qui ont dû, au moment de l'extension de la guerre, 24 février 2022, déménager, sortir de leur maison avec leurs enfants, se trouver dans des situations très difficiles d'exil, parfois en France, en Allemagne, en Pologne. Donc, au-delà même de ces 20 000 enfants kidnappés, il y a des millions d'enfants ukrainiens qui ont dû quitter leur ville, leur territoire. Et je dirais encore aujourd'hui, chaque jour, des dizaines de millions de personnes en Ukraine qui vivent des bombardements quotidiens. Et les bombardements quotidiens, vous avez vu les images, ça veut dire il faut aller descendre dans le métro, dormir dans le métro, avec des enfants de 2, 3 ans, 4 ans. C'est absolument innommable.